Good evening. My name is Aditya Rao, and I am moderating tonight's panel discussion. I'm a founding board member of the Madhu Varma Migrant Justice Center, or the Madhu Center for short. And I am joining you today from unceded and unsurrendered Algonquin Anishinaabe territory. As we talk about housing needs that migrant workers and refugee claimants face in New Brunswick, let's keep in mind that the laws that govern their lives are enforced on land that is itself stolen. The people we work with are often illegalized, as we are seeing right now with international students who were sold a bill of goods to come to Canada and build a new life, only to be told abruptly that they will soon be without immigration status. Many will be at risk of deportation. The Madhu Center offers support to migrant workers, including international students, and others with precarious immigration status. Thanks to generous support from the Atlantic Regional Association of Immigrant Serving Agencies and the Law Foundation of New Brunswick, we're able to operate a small legal clinic, which provides legal representation to New Brunswickers who have precarious immigration status. This support includes open work permits for vulnerable workers, temporary resident permits for victims of trafficking, and for survivors of family violence, and other such emergency permits. We also coordinate a project called the Sanctuary Network, which is funded by the Canadian Race Relations Foundation. This project is an effort to build a network of service providers in New Brunswick who will offer services to people, regardless of their immigration status. You can learn more about this network and even join the network by visiting madhucenter.ca/sanctuary network. Today, there appears to be a bit of a consensus that Canadian immigration numbers have driven up housing costs. We know that this is not true. Migrant workers in the low-wage stream of the temporary foreign worker program, for example, are not outbidding families in St. John and Fredericton. Deep-pocketed investors and corporate landlords are. Real estate investment trusts make no secret of their plans to buy affordable housing and flip them into income-generating assets for their shareholders. Still, politicians and pundits point to immigration numbers as the primary driver of increased cost of living, even though migrant workers and refugee claimants are in the same boat as anyone else. We are all victims of this crisis, not the cause of it. So, what about the right to housing for migrants? Joining us today to answer this important question are Olivia Wynne from the New Brunswick Refugee Clinic. Olivia is the executive director at the clinic, which provides legal support to refugee claimants in New Brunswick. We also have Véronique Tessier and César Amaya from RATMAC. RATMAC provides support to migrant workers in Quebec. César manages their housing program, and Véronique is an assistant director of the organization. This program today is bilingual, so please be sure to choose your language preference from your Zoom menu. So Olivia, we'll start with you. Refugee claimants are often misunderstood as a group. I want to ask you, of course, about the housing needs that you see with refugee claimants coming through your organization. But could you first tell us a little bit about the difference between refugee claimants and other refugees? Yes. So a refugee claimant is a distinct legal status that someone has when they flee their home because of persecution. They arrive in Canada, and they start a refugee claim after their arrival in Canada. So they could start a refugee claim at the airport, or they could be in Canada for some time on a different status, such as a visitor visa or a student visa, before they decide to make the asylum claim. So this is different from government-assisted refugees or privately sponsored refugees who are usually designated with refugee status at a UNHCR office abroad, and then they're selected for resettlement in Canada, either by the Canadian government or by private sponsors. So for refugee claimants, they have to go through a pretty complex legal process in order to have their claim approved. They need to show that whatever situation they fled in their home country rises to meet the legal definition of persecution under the Immigration and Refugee Act. So it involves preparing detailed statements about why they fled their home country, collecting evidence, and going to a hearing before the Immigration and Refugee Board to determine if they will be granted refugee status and if they'll be allowed to stay in Canada. So, Olivia, just to be clear, folks who come as refugee claimants often come without any support already guaranteed to them, whereas resettled refugees, if I understand correctly,
for folks who are listening, are refugees who may already have some kind of support plan when they arrive. Is that accurate? Yeah, that's correct. So, for example, someone who's resettled through a private sponsorship would be able to rely on the support of the private sponsorship group that has helped them come to Canada. And so when someone arrives and starts a refugee claim, they are legally allowed to remain in Canada and to work here until their claim is decided. But there's huge gaps in the social supports that are available. So there's delays while they're waiting to receive the work permit when they can't work. There might be difficulties accessing social assistance while they're waiting for the work permit. They often don't know anyone in Canada when they arrive. So there's significant challenges that are disproportionately affecting refugee claimants rather than government resettled refugees or privately sponsored refugees. Thanks, Olivia. So if one of those challenges is housing, of course. So if you could tell us a little bit about what kind of housing challenges the folks that you're working with are facing. There's two main challenges I would say that people are facing. So the first is getting emergency housing for people who are just arriving in Canada and starting their refugee claim. So let's say someone has fled from an armed conflict. They've traveled to Canada, they've arrived here and started a refugee claim. They need somewhere to stay while they wait for the work permits, while they look for jobs, and while they get settled and get their family established here. So I think there's a huge demand for emergency short-term housing that meets people's needs and that is adequately experienced and staffed to service refugee claimants. And then in the longer term, in all of the urban centers in New Brunswick and throughout the province, there's also a huge need for affordable housing for people to move into once they are more settled in Canada. So having affordable apartments for families to move into, making sure that people are not stuck in shelters due to lack of housing supply, that's been a huge challenge for our clients. So could you tell us a little bit about what you're doing as a result when somebody comes to through your clinic and they clearly need somewhere to stay? What do you end up doing? Yeah, so right now we work with a number of community partners. So this includes the Madu Center in Fredericton, in Moncton. There's the Multicultural Association of Moncton and Ola Atlantic. So we work with a variety of other nonprofits in the community. But ultimately, there aren't that many options right now for people if they don't have access to shelter right away. So we've had a few people who were able to find host families in the community, but that's relatively rare. The majority of our clients, if they don't have somewhere to go right away, end up in the shelter system. And that's something that is really problematic for refugee claimants because um, it's often an unsafe environment for them. So they may be having their possessions stolen. We had a client last year whose passport was stolen while he was working on filing his refugee claim. They're being exposed to substance abuse. They may be being exposed to racial harassment. And also, the shelters are not typically specialized to work with newcomers. So there are some examples. So Crossroads for Women, which is the domestic violence shelter in Moncton, does have staff who specialize in working with refugee and immigrant women, but that's something that's relatively rare. And most of the larger shelters and the co-ed shelters are not specialized to work with newcomers. So there could be confusion about their immigration status. There might be difficulty in sourcing interpreters so staff can communicate with them. So there's a whole bunch of challenges associated with that. And I think there's a huge need for an alternative to the shelter system as it exists now for refugee claimants. Thanks, Olivia. That's super helpful to set the stage a little bit about what we're seeing with refugee claimants in New Brunswick. I'm going to turn to our neighbors in Quebec for a little bit of their perspective. Ça va continuer en français. Donc, si vous avez besoin d'interprétation, je vous dirige encore une fois au bas de votre écran et vous pouvez en profiter. Véronique et César, j'ai une question pour chacun de vous deux. Mais César, j'aimerais que vous nous parliez de votre programme qui aide des travailleurs et travailleuses migrants à trouver du logement. Mais avant, je vais poser une question à Véronique. Véronique, pouvez-vous nous parler de Ratmark, l'organisation, du travail de l'organisation, et ensuite nous donner une idée du défi de l'accès au logement pour les migrants au Québec? Oui, merci Aditya. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Donc, Oui, bonsoir en à fait. tous. Merci à l'invitation de la part du Madou Center. C'est très apprécié.
Donc, le RATMAC, ça veut dire Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec. Donc, on est un groupe de défense de droits et on se concentre vraiment sur les travailleurs agricoles et les travailleurs en transformation alimentaire. Donc, on reçoit ces travailleurs-là dès l'aéroport de Montréal. On a une équipe qui les accueille et leur donne de l'information dès leur arrivée au pays. Euh, on répond à des questions pendant toute la durée de leur contrat de travail aussi. Et on peut aussi les représenter dans certaines démarches légales, comme des recours quand il y a des abus sur le milieu de travail ou encore des recours lorsqu'il y a des accidents de travail ou des maladies professionnelles. Donc, on se concentre beaucoup sur l'accompagnement par rapport aux droits du travail. Euh, mais on fait aussi des activités dans plusieurs régions de la province pour faciliter le vivre ensemble, puis briser l'isolement aussi des travailleurs étrangers temporaires sur les fermes qui souvent n'ont pas de vie sociale, pas de possibilité de tisser des liens avec des locaux, par exemple, dans la province. Et oui, Aditya, tu allais Est-ce que vous parler. êtes basé, où est-ce que vous êtes basé? Est-ce que vous travaillez partout au Québec? Oui, on travaille partout au Québec. On a vraiment 6 milieux de travail physiques dans différentes villes. Mais comme on fait beaucoup d'interventions à distance, par WhatsApp, par exemple, on dessert vraiment les travailleurs, peu importe où ils se trouvent, là. Donc, on peut même mener un dossier de représentation juridique, même sans rencontrer la personne dans notre bureau, là. Parfait, merci Véronique. Est-ce que Ah, vous avez quelque chose d'autre à ajouter avant qu'on passe? Oui, ben, Vas-y. par rapport au logement, nous, le contexte d'intervention est très différent de Olivia, par exemple, qui accueille des demandeurs d'asile, parce que la plupart des travailleurs étrangers qu'on aide sont à la base logés par leur employeur lorsqu'ils arrivent au pays. Donc, ça fait partie des obligations de l'employeur, par exemple, en agriculture, euh, mais aussi dans le volet bas salaire, donc dans toutes les professions où les personnes gagnent moins de 26 de l'heure, je pense l'employeur souvent doit fournir le logement. Donc, la personne est logée à son arrivée. Par contre, beaucoup de problèmes surviennent en logement lorsque les travailleurs étrangers sont congédiés, par exemple, lorsqu'ils sont victimes d'abus ou de violences au travail ou dans leur lieu d'hébergement. Souvent, ils sont hébergés avec leurs collègues de travail. Ou lorsque le logement, par exemple, dans lequel ils vivent est insalubre ou n'assure pas leur sécurité. Donc, ce qu'on a observé avec les années, c'est que lorsque le travailleur perd le logement, par exemple, ben, lorsqu'il est congédié, souvent il est aussi expulsé du logement. Donc, perdre le lieu de vie va limiter la possibilité de défendre d'autres droits, dont les droits du travail. Donc, souvent, quand il y a un congédiement, ils sont souvent abusifs, là. L'employeur va acheter un billet d'avion et va amener le travailleur très rapidement vers l'aéroport de Montréal. Donc, il y a peu de portes de sortie pour la personne pour rester sur le territoire et aller chercher de l'aide pour des plaintes, par exemple. Donc, c'est ça qui nous a amené au RATMAC à penser à une ressource en hébergement qu'on a créée pour donner justement une chambre à des personnes qui ont été victimes d'abus ou d'accidents de travail et qui ont besoin de rester au Québec pour poursuivre dans leur démarche. Donc, mon collègue César pourra vous parler plus de notre maison d'hébergement. Merci Véronique, un survol très excellent. Merci beaucoup César. La parole est à vous. Oui, je vais présenter rapidement un peu les services et le parcours des résidents qui passent pour l'hébergement. D'habitude, comme Véronique vient de dire, ils arrivent à l'aéroport, ils sont, on dit, captés pour les intervenants terrain de RADMAC et on fait l'analyse de son profil, son dossier, son situation légale. Et si on voit qu'ils ont les profils pour rester à l'hébergement, on va les loger. L'hébergement se situe dans la région de la rive sud de Montréal, à Longueuil. C'est une maison avec une capacité de 5 résidents. On offre tous les services dans une maison d'hébergement.
literie. On est aussi un partenariat avec une banque alimentaire de Brossard, dans la rive sud de Montréal. C'est-à-dire qu'on offre aussi les repas, tout ça c'est autogéré, c'est-à-dire que les résidents, ils doivent préparer sa nourriture quand même. Et aussi, on offre des ateliers de français. Euh, 2 fois par semaine, on a une équipe de bénévoles et un programme à l'intérieur de RADMAC pour animer cet atelier et développer des compétences linguistiques aussi. Les personnes qui arrivent à l'hébergement, ils viennent d'habitude avec des problèmes de santé aussi. Les services qu'on offre, c'est aussi d'interprétariat, de recherche de ressources, parce que c'est pas évident pour une personne qui vient d'immigrer de trouver comment est-ce que je peux résoudre un problème de santé ou économique ou n'importe quoi. Alors, l'hébergement, c'est pas juste l'hébergement de Radmac, c'est pas juste une place pour dormir, ouais, pour, pour se loger, sino on a todo un plan d'integration socioculturelle pour ces personnes-là. César, est-ce que vous êtes en mesure de divulguer où sont vos maisons d'hébergement? Oui, on présente l'hébergement pour juste avec les personnes qui arrivent vers les intervenants terrain. Aussi, on a le plan de changer un peu, d'ouvrir l'espace, c'est-à-dire que l'hébergement soit aussi une place d'intégration interculturelle, c'est-à-dire que pour les personnes travailleurs agricoles qui habitent autour de la région de Montréal, ils peuvent visiter l'hébergement et profiter des différentes activités que je viens de dire. Et où au Québec? Vas-y, Véronique. Ben, comme César l'a dit, c'est sur la rive sud de Montréal, Aditya, dans la ville de Longueuil, et on a seulement une maison, par contre. C'est le seul endroit, mais il y a des travailleurs qui ont pu travailler dans différentes régions de la province et on les amène, soit on leur paye un billet d'autobus ou, par exemple, on trouve un transport pour qu'ils soient logés là-bas. Donc, c'est vrai, Merci. ils viennent un petit peu de partout dans la province, mais une maison seulement. Oh, merci pour la clarification. Une maison, puis la maison, est-ce que ça vous appartient? Mhm. Non, c'est loué, mais ça continue. Elle est possédée par une congrégation religieuse, en fait. Donc, le tarif, le loyer qu'elle nous propose, c'est beaucoup plus avantageux. On ne pourrait pas se le permettre si c'était une maison privée, sur le marché locatif privé. Et si ce n'est pas vous, est-ce qu'il y a d'autres gens au Québec qui pourraient offrir un service comme ça aux travailleurs migrants ou c'est juste vous qui faites ça? C'est vrai qu'il y a différentes ressources d'hébergement d'urgence, mais parfois ils sont des personnes itinérantes qui vont trouver place dans ce type d'hébergement. Il y a aussi d'hébergement pour femmes violentées, par exemple, des personnes avec des crises de santé mentale, mais le seul hébergement pour les travailleurs étrangers temporaires dans le secteur agricole, c'est à nous. Mhm. Puis ça ramène beaucoup à ce que Olivia mentionnait tantôt. Avant d'ouvrir notre ressource, on n'avait presque pas de solution, en fait, quand la personne devait fuir des violences. Puis, pensons par exemple au programme de permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables. Notre organisme, on aide le travailleur à faire une application, l'envoyer à Immigration Canada. Mais le processus peut prendre plusieurs semaines et la personne peut avoir déjà quitté le lieu de travail. Donc, on se rendait compte qu'on a besoin d'un milieu qui leur fournit une tranquillité, qui leur fournit une certaine d'ambiance de paix pour pouvoir se reposer aussi, parce qu'on a des personnes qui arrivent, elles ont travaillé 80 heures semaine pendant des mois et ça a des conséquences physiques et mentales, ce qu'elles ont vécu, là, tant des situations de harcèlement comme le travail lui-même. Puis, comme dit César, les ressources typiques d'hébergement ne sont pas équipées, n'ont pas la compréhension des enjeux d'immigration pour vraiment répondre à leurs besoins, là. Mm.
J'ai juste une autre question avant qu'on passe à notre prochaine question. C'est plus, euh, c'est par rapport au financement. On est tous, nous autres qui travaillent dans le milieu, qui travaillent avec les organisations à but non lucratif, on est tout le temps en train d'avoir la même discussion. Qui va financer nos activités? On a des gens ici avec nous sur l'appel ce soir aussi, Sylvie, qui travaille avec les nouveaux arrivants de la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick. Euh, est-ce que, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'enjeu du financement? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est permanent? Est-ce que c'est un Mhm, pilote? C'est mhm. quoi en ce moment le modèle? Donc, on n'a pas de financement permanent, malheureusement, pour la ressource. On a eu un montant par projet qui venait de la Direction de la santé publique de Montréal. Donc, ils voyaient l'intérêt de financer notre projet, notamment par rapport aux enjeux d'itinérance, peut-être des nouveaux arrivants. Euh, Par contre, c'est ça, c'est un financement qui nous a été donné une fois, ce n'est pas renouvelable. Donc, la stratégie qu'a mentionné César, pour nous, c'est de transformer l'hébergement en un point de service où on pourrait justifier d'autres activités et pas seulement l'hébergement de personnes. Donc, nous, on va vers cette solution-là pour essayer de garder notre ressource, mais seulement l'avenir va nous dire si ça va être possible. Mon équipe me racontait aujourd'hui que l'Église pense peut-être même vendre cette maison-là. Donc, tu sais, si finalement la communauté religieuse change d'avis, ça se peut qu'on perde la ressource. Mais une pratique gagnante, je pense, c'est de commencer petit aussi. Tu sais, nous, on offre 4 places et c'est extrêmement complexe. Ça nous a pris des années avant de partir le projet. Donc, et c'était gagnant de commencer aussi petit, puis d'avoir une ressource à temps plein aussi comme César, là. Une autre, Merci. ouais. Merci, Véronique. César, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on passe à notre prochaine question? Non, peut-être que parfois, si c'est pas l'hébergement, c'est l'aéroport parce qu'il y a des cas de personnes qui arrivent à l'aéroport de Montréal. Il n'y a de place pour rester et ils vont rester à l'aéroport 1 ou 2 semaines sans savoir quoi faire. Et c'est pour ça l'importance de notre hébergement. Merci, merci beaucoup pour votre intervention et pour nous donner une idée et vraiment un aperçu de ce qui se passe au Québec par rapport à cet enjeu. Um, uh, our next question really gets to what we're all kind of hearing right now in the media and in public discourse, and this is this issue, this idea that immigrants, migrants, temporary foreign workers, refugee claimants, international students are the cause of the housing crisis that everybody is facing. So, could you? This is a question for everybody, but we'll start with you, Olivia. If you could tell us a little bit about the effect of this conversation that you are seeing with the folks that you're working with. What's the effect that you're seeing of this sort of conversation right now? I think one of the biggest effects is that it's creating a climate of hostility towards refugees. And it's undermining the community's ability to welcome refugees and to support them effectively, even when we do have that capacity. So I think that when we blame refugees for things like the housing crisis or the cost of living crisis, it drastically increases the risk of them experiencing racism or xenophobia in their own communities in Canada. And for refugee claimants in particular, that can be something that's really re-traumatizing because all of them are fleeing persecution in their home countries to begin with. And a lot of them are fleeing ethnic or racial persecution specifically. So it's a really frightening situation and a really re-traumatizing situation for them to take this really difficult and dangerous journey to Canada where they believe that they're finally going to be safe. They see it as a country that upholds and respects human rights. And then they're facing continued discrimination here where they were supposed to be able to seek asylum and to find security for their families. So that's a huge risk in terms of people's experiences in the communities.
I think there is an increased risk of housing discrimination, specifically when there's anti-immigrant rhetoric that makes it harder for people to find stable housing and to become established here. And I think there's also a risk when we scapegoat refugees or other immigrants that people will support policies of deportation or policies that make it harder for people to seek asylum and to find safety in Canada. And when we're working with refugee claimants, it's really not an option for them to return to their home country. So most of them will have their lives at risk in that situation. Their quality of life will disappear. So as an example, we're working with a number of domestic violence clients right now who, if they go back to their home country, will be forced back into abusive marriages and retaliated against for leaving in the first place by their own families. We're working with LGBTQ immigrants who came here and started a refugee claim based on their sexual orientation. And they run a risk of being killed by their own communities if they go back. We're working with human rights activists who have been targeted by armed groups or in some cases by their own governments. So it's absolutely not an option for refugees to leave Canada and to go back to their home country. It would put them in life-threatening situations. So I think what it would be better to focus on is how do we accommodate them in the community here? What are the needs, and how are nonprofits best positioned to support them when they arrive? And when you say, Olivia, most of them are likely to face persecution if they are returned. The numbers actually do bear that out. Some 2/3 to 3/4 of refugee claimants, in fact, do receive refugee protection through the Immigration and Refugee Board process in Canada. And of those that don't, many of them are unrepresented. And of course, as you pointed out earlier, they have this arduous task of proving that they require protection in this narrow legal definition that they have to fit themselves into. Just to put a little bit of a finer point on it, Olivia, just a question about this effect that you talked about, this increased xenophobia, and the public support for policies that further penalize and demonize migrants and refugees. Can you talk to us a little bit about what sort of impact you are seeing it's having on the mental health and well-being of the folks that you're working with? Yeah, so I think it's definitely having a negative effect on people's well-being because they're worried that there is an increased risk that they're going to be removed from Canada and that they will be returned to these situations where their lives are at risk. And I think with the refugee claimants specifically, there's often a lot of stress and trauma that precedes their arrival in Canada. So they may have been threatened, they may have been attacked or arbitrarily detained. They may have had a very dangerous route to get to Canada. They may be separated from family members. So all of the traumatic experiences they've had and the various mental health issues that causes is just compounded when they finally arrive in Canada and they can't feel safe in their own communities here. And especially when they don't have access to stable housing or to the types of support services they need during the first 1 or 2 months to get established and to set up their lives here. Thanks, Olivia. That's really helpful. Thanks for drawing such a clear picture for us in this conversation about what's happening in New Brunswick. Je vais passer maintenant au Québec pour en parler plus. C'est la même question à vous tous les deux. Peut-être je vais commencer avec vous, Véronique, puis César, si vous avez quelque chose à ajouter. Donc, si on s'intéresse un peu maintenant aux étudiants étrangers et aux travailleurs étrangers, donc qui constituent un grand nombre des nouveaux arrivants dans les dernières années, hein, tous avec des statuts temporaires, c'est hypocrite de les pointer comme la cause de la pénurie de main-d'œuvre parce qu'ils ont été recrutés, ces travailleurs-là, par des entreprises d'ici. Et la plupart, comme je le disais tantôt, sont logés aussi par ces entreprises-là. Donc, une grande partie des travailleurs étrangers temporaires qui n'augmentent pas nécessairement la demande dans le marché locatif régulier parce qu'il y a des entreprises qui font leur propre construction, qui construisent leur propre maison de travailleurs. Donc, il y a un grand nombre de ces travailleurs-là qui n'augmentent pas vraiment la demande dans les villes, surtout quand on parle d'agriculture.
Puis pointer ces étudiants-là et les travailleurs comme étant fautifs, c'est de ne pas regarder de l'autre côté le rapport global à la société qui est d'être des contribuables, donc d'être aussi des payeurs de taxes, puis d'améliorer la croissance, puis les rendements économiques de nos entreprises. Donc, pour nous, c'est un discours qui doit être contré. Euh, puis, par contre, c'est aussi, selon nous, discriminatoire d'une certaine manière d'obliger un travailleur, parce qu'il a un permis fermé, de résider chez l'employeur. Il y a aussi toute une gamme d'entorses à leurs droits que ça crée. Puis, qui s'est empiré par la pénurie de logement aussi. Donc, une personne pourrait, dans un monde idéal, refuser la maison de l'employeur et se loger ailleurs, mais la plupart ne le font pas. Ils ne réussissent pas à se loger de manière indépendante. Donc, peuvent être obligés, par exemple, de résider dans des logements mixtes où il peut y avoir des violences sexuelles, par exemple, peuvent aussi partager le logement de leur employeur. Donc, parfois, c'est ça la seule option, habiter, par exemple, en dessous de la personne qui te donne du travail. Donc, ça augmente le contrôle aussi sur la vie des travailleurs, d'être surveillés dans toutes ces sphères-là de la vie. Donc, c'est un type de discrimination qui n'est pas vraiment lors de la recherche d'emploi, mais créé par ce régime-là d'emploi fourni par Et en l'employeur. plus, Véronique, comme on sait, la population a augmenté dans les petites villes, petits villages de vraiment des pourcentages minuscules, comme 22% d'augmentation de population à la ville de Québec et à Moncton, mais on a vu des loyers Mhm, augmenter de 20%, 25%, ça par rapport. mhm, C'est mhm, clair mhm. que c'est pas la population, donc une augmentation de population qui pousse les loyers autant. Et on sait que c'est pas les migrants qui décident qu'est-ce qui va être les loyers, c'est les propriétaires. Exactement. Euh, César, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Non? OK, parfait, merci. Euh, on est, on a une dernière question aussi, et je vais laisser la parole avec vous, Véronique. C'est en fait la question, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Comme on sait, juste tantôt, le gouvernement fédéral a mené une enquête sur la question de quoi faire dans le programme des travailleurs migrants temporaires pour garantir le droit de logement. Ou pas vraiment le droit de logement, ils n'ont pas vraiment encadré la question comme ça. Le droit du logement, on aurait aimé euh, que c'était le cas, mais malheureusement non. Euh, Qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour s'assurer que les besoins des travailleurs migrants en matière de logement ont garanti? Véronique, je vais vous laisser la parole. Euh, ben, Premièrement, c'est sûr que les programmes d'immigration temporaire, c'est fédéral, mais les normes de logement, bon, ça peut être légiféré au niveau des provinces. Donc, je sais que beaucoup de groupes en ce moment militants à travers le Canada sont en train d'exiger des normes plus restrictives pour que les logements soient d'une plus grande qualité. Parce qu'à l'heure actuelle, dans la plupart des provinces, c'est légal, c'est permis de loger des travailleurs, par exemple, dans des lits superposés. Il n'y a pas de limite dans le nombre de personnes par chambre, par exemple. Donc, il y a certaines fermes où vraiment, c'est des conditions qui nuisent beaucoup à la santé des personnes. Au Québec, il y a un règlement, un nouveau projet de loi qui va être voté en 2025 et qui va instaurer des normes assez strictes d'hébergement pour tout travailleur logé par l'employeur. Donc, c'est vraiment une loi au niveau des lois du travail et ça ne concerne pas juste les travailleurs étrangers temporaires, ça va être n'importe quelle entreprise qui fournit un logement. Donc, je pense que ça va être peut-être la première province à faire de même, ou en tout cas le premier règlement comme ça qui va toucher tous les travailleurs aussi en agriculture, par exemple.
Puis, on sait déjà que ça va être assez ambitieux. Ça va probablement interdire les lits superposés. Ça va limiter le nombre de travailleurs par chambre à peut-être 3 ou 4 maximum. Donc, ça va être vraiment un nouveau standard beaucoup plus élevé. Mais les entreprises vont avoir probablement plusieurs années pour adapter les logements actuels. Non? Donc, ça va vraiment s'appliquer principalement là, dans l'immédiat aux nouvelles constructions pour les entreprises. Donc, au niveau provincial, ça va être une avancée notoire au Québec et on espère que ça inspire d'autres provinces. Euh, et évidemment, je pense on doit pousser pour des subventions, par exemple, à des organisations communautaires pour créer des ressources, un petit peu comme notre maison d'hébergement, des ressources qui vont permettre, entre autres aux travailleurs étrangers temporaires, d'avoir un lieu d'hébergement de transition lorsqu'il y a abus, lorsqu'il y a traite de personnes, par exemple, et que la personne doit fuir le lieu où elle habite, donc pour leur permettre de défendre leurs droits. Et l'investissement en général dans le logement social aussi, c'est évidemment ce qui est demandé par les experts hein, dans toutes les provinces. Il y a aussi une ressource que je voulais une bonne pratique, une ressource dont je voulais vous parler. Ça se trouve au sud de la ville de Québec et il y a une petite municipalité. C'est tout petit, cette municipalité-là, mais il y a beaucoup d'entreprises dans le coin qui accueillent des travailleurs étrangers temporaires. Alors, eux aussi, ils ont fondé une ressource dans un bâtiment religieux et ils louent des chambres aux employeurs. Donc, il y a des travailleurs étrangers de plein d'entreprises qui sont logés dans cette ressource-là, mais ça fait qu'ils ne sont pas directement logés par les entreprises et qu'il y a des ressources communautaires présentes sur place. Donc, dans ce cas-là, je pense que la municipalité a pu aider aussi et ça retire un petit peu le pouvoir de l'entreprise sur la vie privée de travailleur et je trouve que cette ressource-là, elle est très intéressante. Là. C'est dans la région de Bellechasse, là, ici au Québec. Merci, c'est un très beau, très bel exemple de quelque chose qu'on peut faire qui est intéressant, qui est innovatif. Et bien sûr aussi, j'imagine que vous seriez d'accord avec l'idée qu'on devrait financer de façon permanente votre programme d'hébergement des travailleurs migrants. César, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, en fait, aussi, on est en train de demander au gouvernement l'ouverture des permis de travail pour les personnes qui viennent temporairement. Parce que c'est aussi un problème dans le moment dans lequel une personne travaille, il perd son logement. Et en même temps, il ne peut pas changer de ferme ou d'entreprise. C'est-à-dire que dans le moment dans lequel on peut ouvrir les permis de travail, il pourrait se loger aussi dans un nouvel employeur. C'est complètement lié le travail, le logement pour ce type de personnes immigrantes. Très important. Merci César de mettre lumière là-dessus. C'est effectivement le fait que les gens ont leur statut d'immigration lié avec leur employeur et à la base de l'exploitation qu'ils vivent. Merci beaucoup pour ça. Olivier, I'm gonna give you the opportunity to answer the same question. What should governments do? If you could talk a little bit about models you've seen elsewhere, refugee shelters, and so on. What are some things that governments could do to try to push back against this public narrative that's developing, but also to really solve the problem before we go to folks on the call for questions, which again reminds me to remind you all that we are going to have some time for questions, so please do think up some good questions to ask our panelists who have generously taken time out of their evening to join us for this conversation. So, Olivia, over to you. Yeah, so I think financing refugee shelters is a really good solution. So there's examples like Matthew House in Ontario, where refugees are able to get temporary housing when they first arrive in Canada, and they're also able to access support services. And I think this is important both so people can be safe, but also because it
it supports like a better establishment in the long run. So if someone is able to access English classes when they first arrive in Canada, they're going to be much more self-sufficient, and their integration into the workforce and into their broader community is going to be much easier. So I think in New Brunswick specifically, nothing like that exists right now. And there's a huge need for a refugee shelter here that can provide emergency housing when people arrive and they are waiting to receive their authorization to work, or they're waiting to receive legal aid to file their claim. That can also offer them other services, again, like language classes, mental health counseling, all of those other supports that help people to become well established and to have stable lives here. Thank you, Olivia. It's a great suggestion, great policy proposals. Of course, we're all fans of Matthew House in Ontario, do great work, and a model that certainly can be replicated and scaled up. I just want to say thank you to you all for taking the time to be here. We have some time for some questions, so I'm hoping that folks will stick around for that conversation. Um, Tracy, are we going to continue the recording, or are we going to end it for the Q&A? End it usually. So